Bonjour, je veux me présenter premièrement. Je m'appelle Fatima Diab et dans cette vidéo, je veux parler de deux concepts théoriques qui sont les élèves handicapés au préscolaire et l'intégration des élèves ayant de besoins particuliers dans des classes ordinaires. Dans cette présentation, je vais parler premièrement des élèves handicapés au préscolaire. Je vais définir c'est quoi un élève handicapé selon les catégories d'handicap. Ensuite, je vais parler de l'importance de l'éducation au préscolaire et ensuite, je vais parler des pistes d'intervention qu'on pourrait utiliser auprès des élèves handicapés au préscolaire. Et finalement, je vais donner un exemple des enfants autistes au préscolaire. Dans la deuxième partie de la présentation, je vais parler de l'intégration des enfants ayant de besoins particuliers dans des écoles ordinaires. Premièrement, je vais définir l'intégration. Je vais parler d'un peu d'histoire de l'intégration. Puis ensuite, je vais parler des facteurs de réussite de l'intégration et de l'impact de l'intégration sur l'élève intégré et sur les autres élèves de la classe. Je commence alors par le premier concept qui est les élèves handicapés au préscolaire. Premièrement, je vais définir c'est quoi une personne handicapée en général et ensuite je vais donner une définition des élèves handicapés selon la catégorie d'handicap. Alors, selon l'article 1 de la loi sur l'instruction publique, la personne handicapée est définie par toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tous autres moyens pour pallier son handicap. Pour les élèves, ils sont considérés comme handicapés s'ils répondent aux trois conditions suivantes: être l'objet d'un diagnostic de déficience posé par une personne qualifiée, soit présenter une incapacité qui limite ou empêche leur participation au service éducatif, soit avoir besoin de soutien pour fonctionner en milieu scolaire ou préscolaire. Ensuite, pour parler des catégories de l'handicap, il existe trois catégories. La première catégorie est la déficience motrice légère ou déficience langagier, qui est composée de trois sous-catégories. La première sous-catégorie est la déficience motrice légère. Un élève est dit handicapé par une déficience motrice légère s'il présente un ou plusieurs troubles ou dommages d'origine nerveuse, musculaire ou osteo-articulaire. Donc, il aura une difficulté dans l'accomplissement des tâches de préhension et de tâches de la vie quotidienne et une difficulté sur le plan de mobilité affectant ses déplacements. Ces difficultés ou limites peuvent s'accompagner de difficultés dans l'apprentissage de la communication. La deuxième sous-catégorie est la déficience organique. On dit qu'un élève handicapé par une déficience organique lorsqu'il a un ou plusieurs systèmes vitaux atteints et ce qui va entraîner des troubles organiques permanents et il va avoir des effets nuisibles sur son rendement. Donc, cet élève aura des difficultés dans l'apprentissage et dans l'intégration dans les activités éducatives offertes auprès de lui, car sa concentration est toujours réduite et il a toujours de la douleur et d'angoisse. La troisième sous-catégorie est la déficience langagier. Un élève est dit handicapé par une déficience langagier lorsque son fonctionnement permet de diagnostiquer une dysphasie sévère. C'est quoi la dysphasie sévère? Une dysphasie sévère est un trouble sévère et persistant de développement du langage limitant de façon importante les interactions verbales, la socialisation et les apprentissages scolaires. Alors un enfant préscolaire atteint de dysphasie sévère présente des difficultés très marquées sur le plan de l'évolution du langage, de l'expression verbale et de fonctions cognitivo-verbales et finalement de la compréhension verbale. La deuxième catégorie d'handicap est la déficience intellectuelle ou trouble sévère de développement. Et cette catégorie est aussi composée de 5 sous-catégories. La première sous-catégorie est la déficience intellectuelle moyenne à sévère. Si un élève est atteint de déficience intellectuelle qualifiée de moyenne à sévère, il aura des limites sur le plan de développement cognitif restreignant ses capacités d'apprentissage et il aura des capacités fonctionnelles limitées sur le plan de l'autonomie personnelle et sociale entraînant un besoin d'assistance pour s'organiser dans des activités nouvelles. Et il aura aussi des difficultés plus ou moins marquées dans le développement sensoriel et moteur ainsi que dans celui de la communication pouvant nécessiter une intervention adaptée dans ces domaines.
La deuxième sous-catégorie est la déficience intellectuelle profonde. Si un élève atteint de cette déficience intellectuelle, il aura des limites importantes sur le plan de développement cognitif, rendant impossible l'atteinte des objectifs des programmes d'études offerts au groupe d'élèves de son âge et requérant l'utilisation d'un programme adapté. Il aura aussi des habiletés de perception, de motricité et de communication manifestement limitées et des capacités fonctionnelles très faibles sur le plan de l'autonomie personnelle et sociale, entraînant un besoin constant de soutien et d'encadrement dans l'accomplissement de tâches quotidiennes. La troisième sous-catégorie est le trouble envahissant de développement qui regroupe le trouble autistique, le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l'enfance, le syndrome d'Asperger, le trouble envahissant de développement non spécifié. Parmi ces troubles, le trouble autistique est le trouble le plus répandu. Et chez un élève autiste, un ensemble de dysfonctionnements apparaissent dès le jeune âge, se caractérisant par le développement nettement anormal de l'interaction sociale et de la communication et de façon marquée par un répertoire restreint, répétitif et stéréotype des activités, des champs d'intérêt et du comportement. Alors cet élève autiste aura une incapacité à établir des relations avec ses camarades et ainsi des problèmes importants d'intégration au groupe. Il aura une compréhension limitée des mots et des gestes présentés par l'enseignant préscolaire et il aura des problèmes particuliers de langage et de communication. Le quatrième sous-catégorie, c'est le trouble relevant de psychopathologie. Si un élève est dit handicapé par ce trouble, il aura un diagnostic de déficience psychique qui se manifestant par une dystorsion euh, dans plusieurs domaines de développement, notamment dans celui de développement cognitif. Alors l'élève aura un comportement désorganisé, épisodes de perturbations graves, des troubles émotifs graves, une confusion extrême, des déformations de la réalité, des délires et des hallucinations. Alors ce qui va conduire à une difficulté marquée d'adaptation à la vie scolaire et préscolaire. Des exemples de ces troubles, ce sont les troubles schizophréniques, le trouble schizoaffectif et le trouble délirant. Le dernier sous-catégorie est la déficience atypique. On dit qu'un élève ayant une déficience atypique, il possède des caractéristiques et des limites qui conduisent à des diagnostics particuliers et rares. Cependant, les limites que présentent ces élèves sont d'une gravité telle qu'elles les empêchent d'accomplir des tâches normales sans un soutien continu. Deuxième catégorie d'handicap est la déficience physique grave, qui est composée aussi de trois sous-catégories. La première sous-catégorie est la déficience motrice grave. Un élève est dit handicapé par une déficience motrice grave aura des limites fonctionnelles graves pouvant requérir un entraînement particulier et une assistance régulière pour l'accomplissement des activités de la vie quotidienne et il aura aussi des limites importantes sur le plan de la mobilité. La deuxième sous-catégorie, c'est la déficience visuelle. Un élève handicapé par une déficience visuelle peut avoir des limites sur le plan de communication pouvant se traduire par le besoin de matériel adapté, le besoin d'apprendre et de recourir à des codes substitutifs pour lire et écrire et le besoin d'un enseignement adapté pour la compréhension de certains concepts. La dernière sous-catégorie, c'est la déficience auditive. Un élève handicapé par une déficience auditive aura des limites sur le plan de l'apprentissage et de l'utilisation de la communication verbale, qui peut se traduire par le besoin de techniques spécialisées pour l'apprentissage de langage verbal, le besoin d'apprendre d'utiliser des moyens de communication substitutifs et le besoin de recourir à des interprètes. Il peut aussi avoir des difficultés dans le domaine de développement cognitif et de développement de langage oral, entraînant le besoin d'un enseignement adapté et le besoin de combler de retards d'apprentissage. Maintenant, je vais parler de l'éducation au préscolaire. Premièrement, je vais expliquer le rôle de l'éducation au préscolaire et son influence sur le développement de l'enfant. La maternelle est un lieu privilégié où l'enfant continue à s'épanouir, il enrichit ses connaissances, diversifie ses stratégies d'apprentissage et établit des relations avec d'autres enfants et avec les adultes. Alors, l'éducation préscolaire offerte à la maternelle permet aux enfants de se découvrir comme une personne, de prendre conscience de leurs possibilités, de structurer leur personnalité et d'acquérir progressivement leur autonomie. La maternelle est aussi un lieu de stimulation intellectuelle où l'enfant découvre le plaisir d'apprendre. De plus, la variété et la richesse des expériences vécues en maternelle permet aux enfants d'enrichir sa compréhension du monde, de construire ses savoirs et de s'initier au domaine d'apprentissage du primaire.
Et encore, le programme d'éducation préscolaire incite l'enfant de 4 ou 5 ans à développer des compétences d'ordre psychomoteur, affectif, social, langagier, cognitif et méthodologique relatives à la connaissance de soi, à la vie en société et à la communication. Il est important aussi de rappeler que dans le monde préscolaire, le jeu est un facteur essentiel au développement global de l'enfant. C'est en observant ce que fait l'enfant dans les différentes formes de jeu que l'enseignant pourra identifier des interventions à privilégier. D'ailleurs, certaines études ont démontré que ceux qui participent à un programme préscolaire pendant 2 ans présentent un niveau de préparation scolaire supérieur à ceux qui y participent pendant un an seulement. Et ils ont affirmé que plus la durée de fréquentation à la maternelle croît, plus le nombre de réussites des enfants en mesure cognitive est élevé et plus la qualité de leur adaptation psychosociale est élevée. D'où en conclure l'importance de la fréquentation préscolaire de tous les enfants et surtout les enfants à risque ou qui possèdent des besoins particuliers, puisque les principaux objectifs de programme préscolaire est de prévenir les problèmes d'apprentissage et de comportement en faisant la promotion à l'âge préscolaire des habiletés nécessaires à une intégration scolaire et sociale positive. Non, je veux parler particulièrement des enfants handicapés au préscolaire et des interventions qui peuvent avoir lieu auprès d'eux. Tous les enfants handicapés, que ce soit d'ordre intellectuel, physique, sensoriel, langagier ou autres, ayant un retard important de développement général causé par ces handicaps, ont le droit d'avoir accès au préscolaire pour développer chez eux l'autonomie, la socialisation, la communication, la motricité globale et fine, et ce dans le but de favoriser leur apprentissage. Et comme selon le ministère de l'Éducation du Québec, le programme d'éducation préscolaire s'applique à tous les types d'enfants, un ajustement de ce programme peut avoir lieu pour que ce dernier répondra aux besoins spécifiques des élèves handicapés. Dans ce but, des pistes d'intervention sont suggérées pour faciliter la création d'un milieu de vie qui permet d'effectuer les ajustements nécessaires afin que chaque enfant développe les habiletés favorisant sa plus grande participation tout en diminuant ses limitations. Et l'intervention pour répondre aux besoins de ces enfants ne nécessite pas automatiquement l'ajout d'un adulte supplémentaire, ça nécessite d'autres solutions, comme par exemple établir un référentiel, proposer des pictogrammes, modeler avec l'aide des autres enfants, proposer que l'enfant ayant des difficultés soit jumelé à un autre enfant, utiliser divers moyens de communication comme la communication gestuelle, communication mimique, faire des jeux collectifs et des jeux symboliques, des activités comme ça. Choisis le cas d'un enfant autiste ou ayant un trouble de spectre autistique pour donner un exemple d'un élève handicapé au préscolaire. Comme c'est déjà dit, l'entrée à la maternelle constitue une étape très importante dans la vie de tous les enfants. Or, ceux ayant de besoins spéciaux font souvent face à une période de transition complexe exigeante davantage de soutien en plan administratif, social et éducatif, plus que les autres enfants qui n'ont pas de handicap. Cette situation, la situation d'entrée à la maternelle, est plus difficile chez les enfants ayant de troubles de spectre autistique, notamment en raison des caractéristiques de leur fonctionnement souvent très atypiques. Et ce fait est affirmé par les résultats d'une enquête menée auprès des parents d'enfants ayant un trouble de spectre autistique qui indiquent que les enfants âgés de 4 à 5 ans sont nombreux à manifester des comportements pouvant être dérangeants de façon quotidienne, comme l'émission des sons inadéquats, les comportements stéréotypés ou répétitifs, les comportements d'opposition et les problèmes lors de repas. Et ces comportements sont présents chez plus de 50% de ces jeunes. D'ailleurs, certains chercheurs ont documenté la transition à la maternelle des enfants autistes et ils soulignent l'importance de la maternelle pour le maintien des acquis réalisés lors du processus d'intervention précoce. En outre, cette période favorise l'apprentissage académique et socio futur pour ces élèves. Alors, il faut comprendre que l'enfant autiste ne peut pas comprendre le monde tel qu'on lui présente. Il ne peut pas faire des liens entre ces différentes perceptions. Il a peu d'accès à la compréhension verbale. Alors, les moyens éducatifs et rééducatifs doivent prendre en compte ces dysfonctionnements. Et de plus, il faut noter que lorsque l'enfant est rééduqué très précocement et intensement, il est parfois possible de le maintenir en école ordinaire. Donc, les programmes précoces qui doivent être suivis à la maternelle doivent inclure un travail sur les compétences psychomotrices, cognitives et sociales et, des jeux symboliques avec une rééducation des comportements problématiques comme l'amélioration de la communication et de l'attention. On est rendu à la deuxième partie de la présentation qui se porte sur l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans des écoles ordinaires.
L'intégration est définie comme un concept qui implique des démarches éducatives de placement pour l'enfant exceptionnel basées sur le principe que chaque enfant devrait être scolarisé dans l'environnement le moins restrictif possible à l'intérieur duquel ses besoins éducatifs peuvent être rencontrés de façon satisfaisante. D'ailleurs, l'intégration sert à orienter les actions des intervenants vers un plus grand engagement de la personne, alors c'est favoriser l'appropriation de celle-ci de son projet de vie. L'appropriation signifie d'amener la personne à faire d'elle-même au lieu de faire à sa place, en lui fournir les outils nécessaires pour qu'elle puisse développer son autonomie. Et comme cela, donc l'intégration vise un plus grand engagement de la personne dans son projet de vie, alors il vise à développer davantage l'autonomie fonctionnelle de la personne. C'est quoi l'autonomie fonctionnelle? C'est la capacité de l'individu de reconnaître ses propres besoins et y répondre en tenant compte de ses caractéristiques personnelles. D'ailleurs, l'intégration se rapporte à quatre principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le droit des enfants de mener une vie aussi normale que possible et d'expérimenter un programme éducatif de qualité équivalente. Le deuxième principe est la possibilité d'atteindre les objectifs d'un curriculum développemental approprié et ce avec les adaptations nécessaires de l'environnement. Le troisième principe est d'obtenir des services répondant aux besoins de l'enfant, de sa famille et correspondant le plus possible à son groupe d'âge. Le quatrième principe est la possibilité pour les enfants ayant des besoins spéciaux de devenir des membres du groupe en ayant l'opportunité d'interagir de façon constructive avec les pairs et avec l'adulte ainsi qu'en participant de façon significative aux activités proposées. Ici, je veux parler un peu du développement du concept de l'intégration des élèves ayant de besoins particuliers au cours des années. Avant les années 1960, les enfants présentant des différences sur le plan psychologique, social ou physique se retrouvaient souvent dès la naissance dans des institutions spécialisées, éloignés de leur famille et isolés de la société. À l'époque, ils croyaient que ces enfants ne possédaient pas et ne posséderaient jamais les habiletés requises pour vivre en société. Ensuite, entre 1960 et 1990, la désinstitutionnalisation est née au Québec et sa philosophie a mis l'accent sur le droit et la liberté de tous individus. La tendance était plutôt de maintenir la personne dans son milieu naturel, ce qui a donné lieu à la prise en charge des problématiques sur le plan communautaire. Donc, la désinstitutionnalisation a sorti les enfants qui étaient retirés de leur famille et placés dans des institutions spécialisées de ces endroits pour les placer en foyer d'accueil ou dans leur famille d'origine. D'ailleurs, la philosophie de l'intervention est devenue, durant ce temps, axée principalement sur la normalisation de ces enfants, d'où la création de nombreuses écoles spécialisées dans lesquelles uniquement les enfants présentant des difficultés s'y retrouvaient. Puis après, depuis 1990, ces écoles ont peu à peu fermé leurs portes, favorisant davantage l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans des écoles dites normales, dans lesquelles on trouve maintenant peu ou pas de classes spéciales. Dans tous les classes sont ordinaires pour acquérir les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et des handicaps. Trois facteurs sont essentiels à l'intégration. Le premier facteur est le facteur de la normalisation qui, en termes d'adaptation scolaire, signifie le processus par lequel on essaye de faire vivre à l'élève handicapé un régime scolaire le plus près possible du régime prévu pour l'enfant dit normal, tout en répondant à leurs besoins d'apprentissage spécifiques. Le deuxième facteur est le facteur de placement qui, en termes d'organisation scolaire, équivaut au maintien de l'enfant dans son milieu naturel pour sa scolarisation dans toute la mesure du possible dans la classe dite ordinaire. Et le troisième facteur est le facteur de l'adaptation pédagogique qui, en termes orthopédagogiques, correspond à l'ensemble des moyens mis en œuvre pour acheminer aux enfants en difficulté dans les classes ordinaires les provisions d'éducation spéciale dont ils ont besoin. L'intégration a 5 principes de base qui sont élaborés des 5 principes de base du programme éducatif des centres de la petite enfance du Québec. Ces principes de base de l'intégration sont les suivants. Premièrement, chaque intégration est unique parce que chaque enfant est unique et possède des particularités différentes, des forces, des limites et des intérêts et des besoins différents, peu importe sa problématique. Par exemple, deux enfants avec la même problématique peuvent présenter des particularités et des besoins différents. Le deuxième principe est que chaque intégration est un processus global et intègre, c'est-à-dire l'intégration doit se vivre partout, sur tous les plans et à tous les moments de vie. Le troisième principe est que
L'enfant doit être le premier agent de développement de l'intégration, alors l'enfant doit participer activement à son intégration en respectant son rythme et ses caractéristiques particulières. Le quatrième principe est que l'intégration doit se faire par le jeu, parce qu'en intégrant des jeux pour favoriser les apprentissages de l'enfant, nous permettons un apprentissage qui se fait dans le plaisir et qui augmente ainsi les chances de réussite. Le dernier principe est que la collaboration entre les personnels éducatrices, les parents et les autres intervenants est essentielle dans l'intégration. Et d'ailleurs, pour assurer une cohérence et une continuité dans les interventions, les différents agents, parents, éducateurs, enseignants qui travaillent autour de l'enfant doivent communiquer et collaborer. On trouve que dans l'intégration, 5 acteurs principaux jouent un rôle important. Le premier acteur est le directeur de l'école qui est un planificateur et qu'il doit participer aux toutes premières étapes de la planification, de l'élaboration et de l'implantation d'un programme de l'intégration parce qu'il a la responsabilité administrative et pédagogique de l'école. Alors le directeur d'école est une personne clé dans la planification de l'intégration de l'élève en difficulté ou ayant de besoins particuliers. Le deuxième acteur sont les enseignants et les intervenants spécialisés parce que les attitudes et les perceptions de l'enseignant conditionnent l'approche utilisée avec l'enfant en difficulté. Et ces attitudes seront également transmises aux autres enfants de la classe, d'où l'importance d'attitudes positives envers l'intégration. Ainsi, les chercheurs affirment que les préjugés envers celui qui diffère de la norme représentent un obstacle de taille à l'intégration. Le troisième acteur sont les compagnons de la classe régulière qui peuvent constituer une ressource précieuse pour enrichir l'intégration. Ils communiquent des valeurs et des attitudes. Ils deviennent des modèles dans le développement de comportements et d'habiletés sociales et créent l'environnement où l'enfant apprendra à maîtriser ses pulsions agressives, développera son rôle, son identité sexuelle, son niveau d'aspiration et ses réussites personnelles. Le quatrième acteur sont les parents, puisque la plupart des recherches sur l'efficacité de l'intégration soulignent l'importance de la participation des parents, et ainsi pour maximiser les chances de réussite de l'intégration scolaire, elle doit reposer sur la coopération véritable entre le personnel scolaire et les parents. Et finalement, le cinquième acteur est l'enfant intégré, qui est l'acteur principal et la personne centrale de l'intégration. Ces interactions avec le maître et les pairs jouent un rôle essentiel dans l'intégration. Il doit y avoir une bonne relation avec ses enseignants et avec ses pairs pour qu'ils sentent de l'appartenance et pour que l'intégration sera réussie. Il existe deux types d'intégration, l'intégration physique et l'intégration sociale. L'intégration physique signifie que l'enfant ayant des besoins particuliers est présent en même temps et dans la même pièce que les autres enfants de son école ou de son service de garde. Il est donc là physiquement seulement, mais il ne participe pas aux activités du groupe ni il respecte les mêmes règles de celui-ci. Tandis que l'intégration sociale signifie que l'enfant ayant des besoins particuliers est présent physiquement et se mêle activement à la vie sociale, donc aux activités et aux interactions qui se passent dans le groupe. Il participe, prend des responsabilités et doit respecter les mêmes règles que tout le groupe. Alors l'intégration sociale est la forme à privilégier car elle permet à l'enfant de participer à toutes les activités offertes selon ses capacités, de s'amuser, d'avoir de plaisir, de vivre des réussites, ce qui favorise ainsi le développement de son estime de soi et ainsi et de plus, il peut avoir des amis et d'acquérir des habiletés sociales, de développer son autonomie et de favoriser son développement global. Pour une intégration réussie, trois facteurs sont impliqués. Le premier facteur est le facteur relié à l'intervenant. Donc, pour une intégration réussie, l'intervenant doit posséder le plus de connaissances possible face à l'intégration et aux caractéristiques de problématiques de l'enfant qu'il accueille. Aussi, les intervenants doivent diminuer leurs attentes face à l'enfant et au fonctionnement général du groupe. Ils doivent faire aussi preuve de patience, d'empathie. Ils doivent être calmes, être positifs et faire preuve d'ouverture. Ils doivent connaître et savoir appliquer les interventions appropriées aux besoins de l'élève. Le deuxième facteur est le facteur relié aux autres, dont il faut qu'il y ait une collaboration et une communication entre les personnes impliquées auprès de l'enfant afin que toutes les parties harmonisent leur intervention pour former un ensemble. Il faut aussi sensibiliser les autres enfants du groupe afin de diminuer les préjugés, les moqueries et les propres d'intimidations.
Cette sensibilisation devrait consister en des informations partagées et des discussions de groupe concernant les caractéristiques propres à l'enfant qui l'accueille. Le troisième facteur est le facteur lié à l'environnement. Il faut que l'environnement puisse permettre à l'enfant de fonctionner en tenant compte de ses particularités. Il faut donc tenir compte de l'aménagement des locaux, de l'accessibilité aux lieux, au matériel disponible. Il faut penser aussi au ratio enfants intervenants. Donc plus le ratio est faible, plus la chance de réussite de l'intégration est grande. L'intégration a des impacts positifs, aussi des impacts négatifs sur l'élève intégré. En ce qui concerne les impacts positifs, l'enfant peut avoir une hausse de son estime de soi s'il réussit à relever les défis et s'il se sent accepté par son groupe. Il peut développer une plus grande autonomie en se pratiquant à faire les tâches par lui-même. Il peut se faire des amis et ainsi développer davantage ses habiletés sociales. Il peut développer des habiletés particulières dans certains domaines, ce qui contribuera à augmenter sa motivation et son estime de soi. Par contre, comme on a déjà dit, l'intégration peut avoir aussi des impacts négatifs sur les élèves intégrés qui ont des besoins particuliers, comme par exemple, l'élève peut vivre des problèmes d'adaptation plus spécifiquement dus à la rigidité qu'il a dans les routines. Donc, tout changement peut être plus difficile pour lui. Il peut aussi ressentir de la solitude s'il n'est pas bien accepté par les autres. Il peut avoir une baisse de son estime de soi s'il ne se sent pas accepté du groupe ou s'il n'arrive pas à faire les tâches. Il peut avoir une baisse de motivation lorsque les intervenants ont une piètre estime de soi et ils ne se sentent pas compétents. Donc, ils vont devenir moins motivés et cela va conduire à diminuer la motivation des élèves aussi. Notons que les impacts sont directement influencés par la relation des élèves avec les intervenants ou avec les autres enfants. Donc, il est important que l'intervenant soit conscient des impacts positifs et négatifs de l'intégration afin de mieux adapter ses interventions en vue d'obtenir des impacts positifs. Lorsqu'un enfant ayant de besoins particuliers est intégré dans un groupe d'enfants, les autres peuvent en subir certains impacts. Donc, l'intégration peut avoir aussi des impacts positifs et négatifs sur les autres enfants de la groupe. Pour les impacts positifs, ils sont premièrement favoriser une plus grande ouverture quant aux différences des autres, entraîner un niveau plus grand de tolérance et encourager l'entraide et la coopération. Tandis que les impacts négatifs sont faire vivre des sentiments d'inquiétude, d'anxiété et de peur, développer de la jalousie quant aux soins que l'intervenant donne aux enfants ayant de besoins particuliers, faire que l'enfant jetteront le blâme sur celui ayant de besoins particuliers quant aux différences des activités effectuées dans le groupe, favoriser l'imitation des comportements de l'enfant ayant de besoins particuliers par les autres enfants, augmenter la présence de comportements plus difficiles pour obtenir l'attention de l'intervenant ou pour manifester leur fatigue et leur stress quant à la présence de ces enfants, et finalement susciter la moquerie, le rejet ou l'intimidation des autres enfants face à l'enfant ayant de besoins particuliers. Il est donc essentiel que l'intervenant prenne conscience de ces impacts aussi et tente, au moyen de ses interventions avec le groupe, d'y garder un équilibre sain en favorisant davantage des attitudes de respect, de tolérance et de coopération. Et alors, c'est tout ce que je veux dire au propos de ces deux concepts. On est déjà rendu à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention.